Et en fait, la plupart des posts qu'on voyait à l'époque de la communauté, c'était des gens qui essayaient de se passer des tips pour contrer les bugs et les problèmes liés à la nouvelle version. Finalement, les gens ont eu raison d'hurler à la mort au lancement. Il y avait des métriques qui n'étaient pas très bien nommées et du coup, les utilisateurs étaient un peu perdus. On parle de Google, un pan de son activité hyper essentiel parce que ça agrège en fait tout l'écosystème. C'est pas fou en fait. Il faut pas oublier que c'est pas parce que c'est un produit que tout le monde utilise, ça reste un produit gratuit. Certains navigateurs, en tout cas, tentent de nous protéger contre les techniques de tracking. Bonjour Anne. Bonjour Laurent. Écoute, merci de participer à ce podcast Banous. Merci de m'inviter. C'est moi qui te remercie d'être venu. Avant de commencer cet épisode, le mot de notre premier sponsor sur Banous, il s'agit du Mage du SIA. Vous souhaitez être accompagné par l'une des meilleures agences SIA en France, avec plus de 10 ans d'expérience, plus de 50 clients gérés, le Mage du SIA est votre partenaire pour vos campagnes d'acquisition. Un grand merci à Alexandre pour sa confiance et pour soutenir Banous. Vous souhaitez le contacter, rendez-vous en description, j'y mettrai tous les liens, ou directement sur le site lemagedusia.com. Allez-y de la part de Banous. Un grand merci à Alexandre une nouvelle fois, bonne écoute. On va parler ensemble de Google, de GA4. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, depuis un an, cet outil a été énormément décrié à son lancement. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. Est-ce que finalement, les gens ont eu raison d'hurler à la mort au lancement ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, etc., etc. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Alors, donc moi je m'appelle Anne de Villers. Alors moi j'ai commencé chez Google, c'était mon premier job. J'étais à l'époque, ils appelaient ça des account strategies, donc c'était les gens qui connaissaient bien le système Google Ads et qui conseillaient les agences et les grands comptes. Et donc je travaillais à Paris avec les grands comptes B2B et tech, et c'est là que j'ai commencé à mettre la main dans Google Analytics. Voilà. Chez Google. Ensuite, je suis partie en agence qui s'appelait Keyad, qui créée par un de mes managers chez Google. Et donc, j'ai participé au lancement de Keyad. Je suis restée les 3-4 premières années, je crois. Et j'encadrais une petite équipe de gestionnaires de compte. Et après, j'étais plus côté OP et formation des équipes. Et ensuite, je suis partie... j'ai fait un master au passage à l'ESCP. Et je suis partie travailler pour des sites e-commerce B2C. Donc plutôt un profil acquisition globale, à la perf, retour sur investissement, etc. Okay. Voilà, en France, et qui opérait aussi en Afrique. Voilà. Okay. Donc, j'ai notamment travaillé avec une boîte qui s'appelle Jumia, qui est un gros e-commerçant. Donc, j'étais en charge du Nigeria, de l'acquisition au Nigeria, avec des petits voyages Paris-Lagos et des équipes qui étaient basées à Paris et basées à Lagos au Nigeria. Donc ça, c'était une chouette expérience, grosse école exigeante. Ça fait partie du groupe Rocket Internet. Voilà, donc super, très intense, beaucoup appris. Et ensuite, je me suis lancée en tant qu'indépendante. Donc, je suis indépendante depuis 6 ans. Au début, j'étais plutôt sur l'acquisition, Google Ads, etc. Et je me suis spécialisée sur Google Analytics et GTM, Google Tag Manager, et le tracking sur le web depuis quelques années. Et j'ai un blog notamment sur GA4. Enfin, je suis vraiment spécialisée sur GA4. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode il y a quelques mois maintenant sur le tracking server-side. Et c'était, peut-être que tu le connais, Romain Troublard, bien sûr. qui était passé sur Banous. D'ailleurs, c'est l'épisode un petit monde. avait cartonné. J'espère qu'il cartonnera tout autant cet épisode. Justement, GA4, il y a un an, tout le monde hurle. Est-ce que les gens ont eu raison d'hurler ? Et avant ça, est-ce que tu peux expliquer pourquoi les gens hurlaient ? Ok. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'expliquer ce qu'est GA4 ? Ouais, je pense. Ok, vas-y, très bien. Donc, GA4, outil dit de Web Analytics, qui permet de collecter des informations sur ce que font les utilisateurs sur le site. Donc, quand les sites installent GA, ça s'installe avec un bout de code qu'on met sur toutes les pages de son site pour collecter de la donnée. Quand les sites installent l'outil, l'idée, c'est de collecter de la donnée pour les aider à prendre des décisions sur un certain nombre de sujets. Et en général, c'est surtout sur les sources de trafic. Donc, comment est-ce que les gens viennent sur mon site ? Et est-ce que ces sources de trafic sont qualitatives ? Est-ce que ça performe ? Donc, ça donne des informations sur l'audience, sur les utilisateurs. Donc, par exemple, de quel pays ils viennent, est-ce qu'ils sont sur mobile, est-ce qu'ils sont sur ordinateur, le navigateur, sur les sources de trafic, est-ce qu'ils viennent de mes campagnes Google Ads, est-ce qu'ils viennent du SI, est-ce qu'ils viennent de l'affiliation, est-ce qu'ils viennent des emails, etc. Et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont
sont sur mon site, quelle page ils voient, sur quelle page ils arrivent, est-ce qu'ils ont des interactions spécifiques, voilà. Est-ce qu'ils s'inscrivent à ma newsletter, est-ce qu'ils voient un produit, voilà. Ça, c'est ce que fait GA. GA est un outil gratuit, ce qui explique ça, et qu'il n'est pas trop mauvais dans ce qu'il fait, donc ça explique sa part de marché, sa très bonne part de marché, mais il y en a d'autres, voilà. Il y a, si on doit en citer, il y a Piano, il y a Piwik, il y a Matomo, il y a Adobe Analytics et plein d'autres. Voilà, donc ça, c'est ce que c'est Google Analytics. Alors, pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre? En fait, il y a plein de sujets. Il y a 2 grosses briques. Il y a ce qui tourne autour du RGPD, de la confidentialité des données en Europe. Ouais, dis-moi si c'est... Non, mais ça, c'est hyper important. Mais finalement, ça, c'est lié, comme tu viens de le dire, au RGPD. Et donc, finalement, c'est pas... comment dire? C'est pas lié à la nouvelle version. Exactement. Ouais. C'est pas lié à la nouvelle version. Ouais. Le RGPD, si vous savez pas ce que c'est et que vous écoutez un podcast sur le marketing digital, c'est problématique. Très clairement, c'est sur la protection des données. Moi, je pensais, en tout cas, et on va quand même l'aborder en 3 minutes, cette partie, pour que nos auditeurs aient toutes les infos, mais je pensais vraiment à la perte d'informations, au fait que ça devienne... à la nouvelle version, d'accord. Black box. Alors, commençons là-dessus. Du coup, donc transition vers la nouvelle version à l'été 2023. Donc, effectivement, version 3, on l'appelle U1 ou Universal Analytics. Maintenant, on l'appelle GA3. Et la nouvelle version, 4e version, donc GA4. Il y a eu un switch à l'été 2023 où tout le monde a dû définitivement passer sur la nouvelle version, même si les 2 versions, elles pouvaient cohabiter depuis un certain temps, parce que GA4 est sorti en bêta en 2019. Ok. Qu'est-ce qui a fait que ça a été compliqué? Alors, il y a déjà un des points, c'est qu'on ne pouvait pas garder son historique de données. Parce que la nouvelle version est complètement différente de la version d'avant. Il y a une histoire de nouveaux modèles de données. Voilà. Et donc, malheureusement, on ne pouvait pas importer son historique de... Donc, Universal, ça faisait 10 ans quand même que c'était sur le marché. Et donc, pas possibilité de transférer son historique de données. Et ensuite, il fallait installer de nouveaux tags. Voilà. Donc, il y avait une partie... côté tracking, il fallait mettre quelque chose en place. Et puis, cette nouvelle version, elle avait des bugs. Et elle avait des rapports manquants. Par exemple, des rapports de base comme le rapport page de destination qui te donne tes pages d'entrée sur le site. Voilà. Il y avait des métriques qui n'étaient pas très bien nommées. Donc, par exemple, et du coup, les utilisateurs étaient un peu perdus. Il y a une métrique qui s'appelait utilisateur qui, en fait, était... les utilisateurs dits actifs et pas le nombre total d'utilisateurs. Maintenant, ils ont renommé cette métrique. Le taux de rebond avait disparu. Hein, c'est quand même un truc que tout le monde regardait, sans forcément savoir exactement ce que c'était, mais tout le monde regardait le taux de rebond. Voilà, il y avait des problèmes de seuil de données dans les rapports qui faisaient que quand on incluait... les informations des comptes Google, il y avait des données qui étaient un petit peu anonymisées et du coup ça rendait les analyses moins précises. Voilà. Et tout ça, c'était l'écrit d'Orphée, je ne me trompe pas dans l'expression, était justifié ou pas alors? Oui, je pense qu'elles étaient justifiées parce que le produit était pas tout à fait prêt au moment où le switch a dû se faire. Et du coup, et je pense que ce qui a aussi généré la vague de mécontentement, c'est que il y a une grosse communauté autour de GA4. Il y a plein de gens qui partagent, il y a plein de consultants, il y a toute une activité autour de Google Analytics. Et donc tous les feedbacks de la communauté étaient très mauvais. On avait l'impression que c'était pas du tout entendu par les équipes d'analytics. D'accord. Voilà, il y avait pas de communication. On n'avait aucune idée de la roadmap. On n'en a pas beaucoup plus maintenant. Mais voilà, on ne savait pas quelles étaient les grosses étapes de développement prévues pour le produit. Il n'y avait pas de compte Twitter, par exemple, avec lequel les gens pouvaient communiquer ou sur lequel il y avait des informations qui étaient passées. Il n'y avait pas non plus de porte-parole identifié à GA4. Dans la version d'avant, il y avait quelques porte-paroles. Il y avait notamment Kirsta Seiden là, qui a lancé sa boîte de consulting depuis. Mais voilà, il y avait quelques porte-paroles identifiés. Et GA4, il n'y avait pas. Donc voilà, nouveau produit, imparfait, sur lequel tout le monde est obligé de passer. Pas d'historique de données et en plus pas de communication, pas de roadmap, etc. Et en fait, la plupart des posts qu'on voyait à l'époque de la communauté, c'était des gens qui essayaient de se passer des tips pour contrer les bugs et les problèmes liés à la nouvelle version. Ok. Voilà. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant que le passage
qu'il y a eu le passage définitif à la nouvelle version. Exactement. Ouais. Ça a été quoi les évolutions et avec un an de recul, est-ce que dorénavant, un expert dans le domaine, une experte dans le domaine, à date, peut se dire, bon, bah, c'est bon, enfin, le produit est complet et tout a été résolu ou pas encore? Il reste quelques petits bugs, voilà, qui peuvent se produire de temps en temps. Ce qui est fou, en fait, quand il pense. Parce que là, on parle de Google, en fait. On parle de Google, un Ouais. pan de son activité hyper essentiel parce que ça agrège, en fait, tout l'écosystème. C'est pas fou, en fait, quand on y pense bien? Je ne sais que te répondre à cette question. Est-ce que c'est fou? Parfois, je me dis aussi que la communauté est très exigeante au sens où ça reste un produit gratuit. Alors, il y a une version payante, mais enfin voilà, il faut pas oublier que c'est pas parce que c'est un produit que tout le monde utilise, ça reste un produit gratuit. Voilà. Qui effectivement est une part très importante de l'écosystème. Et comme dit quelqu'un que je connais, quand le produit est gratuit, c'est vous le produit. Bon, d'une certaine manière, ça leur permet aussi de collecter beaucoup de données, etc. Voilà, mais en tout cas, il a beaucoup évolué la dernière année. En fait, si tu vas sur le moteur de recherche et que tu cherches nouveauté GA4, tu as une sorte de journal où à chaque fois qu'ils font un release d'une nouvelle fonctionnalité, c'est documenté. Et donc, ils ont vraiment comblé la plupart des grosses problématiques qu'on avait au lancement. D'accord. Il en reste quelques-unes. Voilà. Il y a encore des rapports de base qui ne sont pas là. Il y a encore des petits bugs. Par exemple, il y a eu un bug au mois d'août sur le tracking des campagnes Google Ads qui ne remontait pas bien au niveau de l'information de la campagne non gère. Bon, il reste des trucs qui vont pas. Mais le produit s'est vraiment amélioré depuis qu'il est définitivement... Ok, si tu avais un ou deux conseils à un annonceur qui a installé GA4, il devrait faire attention à quoi? Vérifier quoi? Est-ce qu'il y a eu des choses Ouais, c'est une bonne question. Des trucs qu'il faudrait spotter précisément? Ouais, alors, il y a une histoire de rétention, de durée de rétention de la donnée. Donc, dans GA4, il y a deux types de rapports. Il y a ce qu'on appelle les rapports standards. Donc, c'est les rapports que tout le monde a. Voilà, même s'ils ne sont pas organisés différemment dans la navigation, tout le monde a à peu près les mêmes rapports. Et après, tu as une section de rapports plus avancée qui s'appelle Explorer, qui avant était disponible uniquement pour les utilisateurs de la version 360, de la version payante dans Universal. Et maintenant, c'est disponible pour tout le monde. Et donc, dans Explorer, quand tu crées ton GA4, tu as une petite option dans l'administration qui fait que tu n'as que 2 mois d'historique de données. Voilà. D'accord. Donc ça s'appelle durée de conservation de la donnée dans l'administration. Si vous farfouillez, vous trouvez assez rapidement la petite option. Et donc ça, par défaut, c'est sur 2 mois. Voilà, ce qui est un petit peu embêtant parce que dès qu'on devient un petit peu plus à l'aise sur GA4, souvent on va dans Explorer. Et donc on se retrouve avec 2 mois d'historique de données. Et en plus, c'est pas rétroactif. Donc c'est uniquement à partir du moment où tu changes l'option que tu as, que tu commences à acquérir de l'historique de données. Et ça, c'est limité aussi à 14 mois. Ce qui est une des limitations de GA4 à l'heure actuelle, qui est que pour la partie de rapport avancé, tu n'as que 14 mois d'historique de données. Donc, si tu veux dépasser cette limitation, il faut sortir de l'interface de l'outil et donc passer sur un outil comme BigQuery, par exemple. Oui. Voilà. Donc, en gros, ce que tu es en train d'expliquer, c'est d'extraire la data de GA4 pour le mettre pour l'envoyer dans BigQuery. Et on fait des requêtes SQL pour pouvoir requêter et faire des charts à l'issue de tout ça. Ok. Voilà, donc ça c'est un des avantages et une des limites de GA4. Un des avantages, c'est qu'on peut facilement exporter ces données dans BigQuery. Une des limites, c'est que dès qu'on veut exploiter la donnée de façon plus approfondie de GA4, on est obligé de sortir de l'interface et de passer sur BigQuery. Ok, voilà. BigQuery qui appartient à Google évidemment. Voilà. Ok, très clair. Un autre tips à donner? Il doit y en avoir plein, des autres tips. Des tips à donner sur GA4. Alors, quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais dans GA4, il y a plein d'interactions qui sont collectées automatiquement. Donc, en fait, quand tu mets le tag sur toutes les pages de ton site, dans Universal, tu ne collectais que les sessions et les pages vues
Et si tu voulais suivre des interactions spécifiques, un scroll, un clic, une soumission de formulaire, etc., il fallait rajouter des tags en plus, ce que la plupart des sites, ce que beaucoup de sites n'ont pas les compétences, savent pas faire. Et du coup, dans GA4, il y a plein d'interactions comme ça qui sont collectées automatiquement, mais que les gens ne savent pas forcément lire. Voilà, donc par exemple, il y a l'événement page vue qui comptabilise les vues de page, donc ça c'est un grand classique, mais tu as aussi l'événement clic qui est un faux ami qui va comptabiliser les clics sortants. Voilà, ça va traquer automatiquement les téléchargements de fichiers, les interactions avec les vidéos YouTube. Donc les fameux clics sortants, voilà. Donc il y a plein d'interactions, il doit y avoir d'autres choses, mais que j'oublie. Donc il y a plein d'interactions qui sont traquées automatiquement dans GA4, alors qu'avant, tu devais rajouter des tags. Donc c'est plutôt cool comme outil, finalement. Et oui, c'est plutôt cool. En tout cas, c'est un outil qui donne plein d'informations. Le truc, c'est qu'elles ne sont pas forcément directement utilisables dans l'interface et que du coup, il faut connaître un peu l'outil pour savoir récupérer l'information. Donc, par exemple, tu as un événement qui collecte aussi les recherches que les gens font sur ton site. Donc, ça t'aide à connaître quelles sont les requêtes les plus effectuées sur ton site et à partir de là, tu peux tirer plein de fils pour améliorer ton site. Voilà. Le problème, c'est que le rapport qui va avec, donc qui te montre les mots-clés qui sont tapés par les utilisateurs, il n'est pas créé par défaut dans les rapports standards. Donc, en fait, il faut savoir le créer. D'accord. Voilà. Donc, il y a plein d'informations qui sont collectées, mais cette information n'est pas toujours facilement disponible. Tu n'as pas facilement tes termes de recherche. Tu n'as pas de rapport qui te montre tes fichiers téléchargés. En fait, ces rapports-là, il faut savoir les construire. Est-ce que, finalement, ça a été autant une black box que décrié au lancement, ou finalement, comme tu viens de le dire, on retrouve nos petits en termes de data, où il y a quand même des choses qui Tu retrouves tes petits, sauf que le travail n'est pas pré-mâché comme dans Universal. Donc, en fait, tu as plein de rapports qui sont pas... tu as plein de rapports qui manquent dans la navigation, que tu peux créer, mais qu'il faut savoir créer. D'accord. Donc, il faut savoir personnaliser un rapport standard ou passer dans Explorer. Ensuite, je pense qu'il y avait... pour moi, la partie black box, elle reste dans la brique modélisation. Machine learning de GA4. Voilà, je ne sais pas si tu veux qu'on creuse ce sujet. Si. Ouais, ok. Donc dans GA4, ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, la modélisation dans GA4, elle est liée à la perte de données qu'on a sur le web. Donc, on perd de la donnée sur le web pour le consentement. Ok. Donc, en Europe, on est obligé d'obtenir le consentement de l'utilisateur avant de pouvoir collecter la donnée. Et la deuxième partie où on perd de la donnée, c'est que les navigateurs, certains navigateurs en tout cas, tentent de nous protéger contre les techniques de tracking et contre le dépôt de cookies. Et voilà, il y a notamment Apple avec WebKit et l'ITP qui supprime le cookie tous les 7 jours, si je simplifie un peu. Ouais. Ok, donc beaucoup de pertes de données. On n'est plus du tout à l'époque où on pouvait collecter 100% de la donnée, loin de là. Si on associe taux de consentement et protection des navigateurs, on peut tomber à 40, 50, 60% du total de son trafic qu'on arrive à collecter. Et du coup, dans GA, comme dans pas mal d'outils sur le marché, il y a la posture de ce qu'on ne peut pas collecter, on va essayer de le reconstituer. Donc, on va essayer de le reconstituer avec du machine learning. Dans GA4, il y a de la modélisation, ils appellent ça la modélisation du comportement, donc sous condition. Et les deux conditions, c'est d'avoir suffisamment de trafic de façon quotidienne. Et l'autre condition, c'est d'avoir dans son setup, d'envoyer les informations de consentement, ce qu'on appelle le consent mode. Voilà, en mode avancé, ce qui est un setup particulier. Sous condition, on peut activer la modélisation dans GA4. Et donc, d'un seul coup, on voit à partir du moment où la modélisation s'active, on voit d'un seul coup dans les rapports tout son trafic, donc ses sessions, ses utilisateurs, ses événements. C'est vraiment tout est KPI qui augmente d'un seul coup. C'est assez impressionnant à voir. Et chez les clients que j'accompagne, chez qui la modélisation s'active, il y a toujours un « waouh », mais comment ça fonctionne comment ça fonctionne. Et est-ce que si je prends mon taux de consentement, j'arrive à retomber un peu sur mes pieds dans les chiffres de mes rapports, voilà. Et bon, c'est un truc un peu à la louche, quoi. Ouais. Voilà, donc pour moi, là, c'est la partie black box, c'est qu'on n'a aucune information sur la façon dont la modélisation fonctionne, et donc d'un seul coup, tout son trafic est recalé. Enfin, on sait la base, comment GA fait pour
En fait, avec le consent mode en avancé, il a la possibilité de savoir quand les gens acceptent les cookies et quand les gens refusent. Et donc, ça lui permet de reconstituer la partie du trafic non consenti avec de la modélisation. Mais voilà, on a cette information, mais au-delà, on ne sait pas exactement comment ça marche. Ok, très clair. Après, connaissant l'environnement Google, tu as Google Academy, tu as plein de choses pour te former, tu as quand même des moyens. Tu disais, tout n'est pas pré-mâché. Ouais. Il y a quand même de l'information. Est-ce que les Google Academy existent toujours pour GA4 ou Ouais, pas? Google Academy existe. Maintenant, ça se trouve sur Google Skill Shop. Ouais. Tu as une sorte de petite formation qui est gratuite, accessible à tout le monde. Et c'est première étape correcte? C'est une bonne première étape. D'accord. C'est une bonne première étape correcte pour monter en compétence sur GA4. Après, l'avantage de GA, c'est qu'il y a une énorme communauté qui publie beaucoup. Et donc, ça reste facile de monter en compétence sur l'outil quand on connaît les bonnes sources à regarder. Bah justement, tu nous les donneras, en plus de ton site web que tu gères, mais tu nous donneras quelques sites. Références à regarder. Ouais. Super. Bah justement, toi, comment, au jour le jour, alors en fait, je vais te reposer exactement ce que je viens de dire là, la question, mais comment toi, tu progresses sur ce domaine et comment tu te tiens à jour? Comment je me tiens un jour? LinkedIn. Ouais. LinkedIn pour les nouveautés, les sorties, voilà, parce que souvent la communauté trouve des trucs avant que ce soit annoncé, que ce soit publié sur le site officiel de GA. Voilà. Et après, il y a quelques personnes référentes sur le marché qui permettent de monter en compétence. Du coup, je vais donner les ressources tout de suite. Bah ouais, carrément. Alors, le truc, c'est qu'une bonne partie de la littérature est en anglais. Voilà, donc il faut être un peu à l'aise sur le sujet. En France, il y a quelques agences qui publient, qui partagent pas mal. Voilà. Donc là, il y a 2 agences que j'ai en tête, mais il y en a probablement beaucoup plus. C'est Unnest et Boril. Voilà. Donc ça, c'est pour le contenu en français. Et ensuite, en anglais, il y a Analytics Mania. D'accord. Alors, le nom de la personne, c'est Julius Fedorovicius. J'espère que je ne prononce pas mal. Donc, il a une chaîne YouTube qui est super. Et il a un blog qui est super. Donc, ça, c'est pour monter en compétence sur GA4 et sur GTM. D'accord. Il a aussi des formations en e-learning. Ensuite, on a Measure School. Donc, comme son nom l'indique, une école autour des questions de mesure. Donc, pareil, pas mal de contenu sur Google Analytics et sur Google Tag Manager en gratuit et en e-learning en version payante. Ensuite, il y a Simo Ahva. D'accord. Voilà. Grosse personnalité du milieu. Je crois ça te me dit dit quelque chose. Ouais. Ouais. Ok, finlandais. Voilà, qui propose plein de formations en anglais. Alors, pas sur GA4, mais sur les questions de tracking sur le web, enfin sur des sujets un peu plus techniques, BigQuery, le JavaScript pour les marketeurs, etc. D'accord. Voilà. Et ensuite, sur LinkedIn, il y a quelques noms que je suis. Alors, du coup, je vais essayer de citer un peu de femmes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le lot, là. Il y a Juliana Jackson, Dana Di Tommaso. Voilà, ça, c'est pour les femmes que vous pouvez suivre sur LinkedIn. Après, d'autres hommes, Josh Silverbauer, Fred Pike ou Charles Farina. Voilà, tout ça, c'est des gens que... Donc voilà, avec un scope un peu large. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Feedly, tu sais, un agrégateur. De flux RSS. Voilà, de flux RSS, exactement. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort ou un nouveau post sur un blog, je suis inscrite et voilà. Bah, super intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses sur Google Analytics. Tu l'as évoqué en 2 secondes. Est-ce qu'on peut faire un petit focus en 3 minutes sur les alternatives? Tu en as cité en début d'entretien. Parce qu'il n'y a pas que Google Analytics dans la vie. Il n'y a pas que Google Analytics dans la vie. Il y a Piano. Piano qui a racheté AT Internet. Ok, donc l'ancien AT Internet. Piano est une boîte américaine. D'accord. Est-ce qu'il y a des boîtes européennes sur le sujet? Il y a Matomo. D'accord. Matomo, il y avait AT Internet avant qu'il se fasse racheter. J'essaie de bien réfléchir pour pas oublier d'acteurs français. Commander ce serait Act, dommage. Commander Act, mais ils n'ont pas de solution web analytics. Mais Commander, ils ont plein de briques. Un tag manager peut-être. Ils ont une solution de gestion de tag. Ils ont une solution de consentement. Ils ont une CDP. Enfin, ils ont plein de produits qui sont très bien, mais ils n'ont pas d'outils de web analytics à proprement parler.
Et je sais pas, Eulerian, je sais pas s'ils font des trucs comme ça. Eulerian, on peut considérer que c'est un équivalent d'outils web. Historiquement, ils étaient Ouais. plutôt sur la trib contrib. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Mais ensuite, leur outil est considéré par certains comme étant un concurrent de GA. Ouais. D'accord. Mm. Mais bon, le premier du secteur, c'est GA4, qui avait pris quand même Du plomb dans l'aile. du plomb de l'aile, avec Ouais. justement le positionnement de la CNIL, qui l'avait déclaré Illégal. parce qu'en fait, la donnée partait aux États-Unis. Mm. De mémoire, ils ont trouvé un truc pour résoudre le schmilblick en faisant des proxys entre l'envoi de données, etc. Enfin, Alors, ça a évolué, ça. d'accord. Ouais, sujet qui a évolué. Ok. Et donc voilà. Donc, ouais, ok. Donc, si je fais un petit récap là-dessus, CNIL sort un article, GA été illégal. Effectivement, c'était pas lié au souci, à la question du consentement. Non, ouais. C'était vraiment lié au fait que les données sont hébergées aux États-Unis et que les agences de renseignement américaines peuvent facilement demander des infos, pouvaient plus facilement demander des informations aux GAFAM sur des utilisateurs européens. Donc, l'Europe voulait protéger les ressortissants de ça. Et donc GA illégal. En fait, il y avait un texte qui avait essayé d'encadrer l'échange de données entre l'Europe et les États-Unis qui s'appelle le Privacy Shield. Donc, c'est un accord entre l'Europe et les États-Unis, mais qui avait été retoqué par la Cour européenne de justice. Je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est en 2020 très exactement. Et en fait, il y a une nouvelle version de ce texte qui est sortie à l'été 2023. Donc, depuis que la nouvelle version de ce texte est sortie à l'été 2023, il n'y a plus de sujet d'illégalité. En attendant, sur la période où il y a eu ce problème d'illégalité avant que la nouvelle version du texte soit adoptée, effectivement, la CNIL avait sorti un article, mais vous pouvez quand même utiliser GA si vous passez par un proxy. Un proxy, c'est une sorte de server-side. C'est un serveur intermédiaire sur lequel la CNIL demandait d'anonymiser tout un tas d'informations, l'IP, de changer le numéro d'utilisateur dans le cookie, etc., etc. Mais le fait est que si on allait jusqu'au bout des recommandations de la CNIL, ça ne servait plus à rien d'utiliser GA. Voilà. Donc, il n'y a plus de question d'illégalité depuis que ce nouveau texte a été adopté en été 2023. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas de nouveau se retrouver devant la Cour européenne de justice et que le texte ne pourra pas se faire retoquer une nouvelle fois. En attendant, j'espère... Enfin, bon, voilà. Je me dis que Google va bien trouver... Il y a d'autres produits pour lesquels on peut choisir. Par exemple, BigQuery, tu peux choisir où sont les serveurs sur lesquels tu héberges ta donnée. Je me dis que ce serait quand même étonnant que pour GA, on n'en vienne pas à ça. Le faire, ouais. Ok, super intéressant. Merci beaucoup, Anne. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur LinkedIn, Anne de Villers, et sur le site aussi, annedevillers.com, tout attaché en minuscules. Voilà, il y a un blog où il y a pas mal d'articles sur GA4 notamment, et j'ai aussi une petite newsletter. Voilà, écoute, on mettra tous les liens en commentaire sur le site Banous, partout. Très bien. Écoute, merci beaucoup, c'était passionnant. Et puis, si le sujet intéresse nos internautes, etc., je me permettrai de te repinguer pour continuer la discussion en fonction des retours qu'on aura. Super. Avec plaisir. Sur YouTube, les podcasts, etc. Merci beaucoup et puis à une prochaine fois peut-être. Merci à toi. Ciao. Au revoir.